Salut à tous, salut Théo. Salut Baptiste. Alors aujourd'hui on va parler d'un film un peu spécial puisqu'il a eu la Palme d'Or, Anora de Shane Baker, qui est un auteur qu'on aime beaucoup tous les deux. Anora, c'est l'histoire d'une jeune fille qui travaille dans un striptease de New York. C'est bien à New York, hein, c'est ça, ouais, c'est à New York. Et elle rencontre Vania. Et ils s'entendent très bien, ils se revoient. Il s'avère qu'en fait Vania est le fils d'un richissime oligarque russe, et donc leur amour naissant, leur complicité qui va se développer, en fait va se fracasser à l'irruption de la famille en question russe, qui va tout faire pour annuler en fait leur amour et leur mariage, puisqu'ils finissent par se marier, enfin ils finissent au premier tiers du film, ils se marient à Las Vegas. Donc Shane Baker, comme je le disais, c'est un auteur qui nous plaît beaucoup tous les deux à la base. Une Palme d'Or, normalement, ça semble dire que c'est un peu son apothéose. Est-ce que c'est l'apothéose de Shane Baker selon toi ? Eh ben, malheureusement, non. Moi, je fais partie des déçus du film. Et c'est vrai que j'en attendais beaucoup parce qu'effectivement, j'aime beaucoup les films de Shane Baker que j'ai pu voir, donc les trois précédents qui sont sortis en France. Tangerine, Florida Project et Red Rocket, même si je crois qu'il a fait des films avant mais qui sont pas sortis, ou alors très récemment en rétrospective. Donc quand on a un réalisateur qu'on aime bien, qui sort un nouveau film, déjà on a hâte de le voir. Quand en plus il a une Palme d'Or, on se dit ça va être le chef-d'œuvre de l'année. Et ma déception a été à la hauteur de l'attente que j'en avais. Parce qu'en fait, je trouve que c'est un film plutôt bon, mais c'est tout en fait. Et surtout je trouve que c'est un film qui est quelque part un peu banal, là où Shane Baker, avec les trois films précédents, nous a vraiment habitués à faire des films singuliers et reconnaissables entre mille, par plein d'aspects. Donc il y a un peu de déception de ce côté-là aussi, quoi, de voir que finalement cette Palme d'Or récompense un film qui est assez commun, qui sort pas vraiment du lot, je trouve. Et une des illustrations pour moi du côté un peu décevant du film, qui est bien sans être incroyable, c'est le montage. Parce que, pour deux raisons. Déjà parce que Shane Baker est lui-même le monteur de ses propres films, comme Kelly Reichardt dont on a parlé la dernière fois à ce sujet. Et aussi parce que je trouve que justement Shane Baker dans ses films précédents a vraiment brillé par son montage. Particulièrement dans Red Rocket, où il y avait parfois un côté un peu tourbillonnant et virtuose du montage. Et il se trouve que dans Anora, on sent quand même que c'est quelqu'un qui maîtrise très bien ses effets, notamment ses effets comiques. Il y a plusieurs moments, notamment quand ils arrivent dans un casino, Vania, donc le mari de Anora, fait semblant de péter un câble parce que leur chambre est pas prête. Finalement, il dit c'est une blague. Et en fait, une fois qu'ils sont partis, la caméra s'attarde peut-être 2 secondes sur le réceptionniste, en fait, qui redescend en pression et qui finalement finit par envoyer une instruction à quelqu'un d'autre. Même quand Anora commence à frapper les hommes de main du père de Vania, ou même dans l'enchaînement de certains plans des clients et des stripteaseuses dans le club où travaille Anora, il y a quand même beaucoup de moments où le film est comique par ses effets de montage. Et pour autant, en fait, ça a beau être une force du film, c'est pas une force non plus qui est incroyable, quoi. Je trouve pas que ce soit un film justement qui brille par son montage. Et pour moi, ça résume un peu tout le film, en tout cas ce que j'en ai reçu, c'est que c'est plutôt un bon film, mais que ça va pas dans les hauteurs de ce que Shane Baker a pu nous montrer par le passé, malheureusement. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ouais, en fait, je vais compléter un peu. Toi, tu parles du montage. Moi, c'est vrai que sur le côté d'ensemble, en fait, sur le sujet, tout simplement le choix du sujet, je trouve qu'il perd un peu en singularité, parce qu'en fait, il se focalise sur la rencontre de deux mondes, les ultra riches et puis quelqu'un de plutôt un travailleur plutôt venant d'extraction sociale plutôt basse, la formule n'est pas géniale, mais en tout cas de classe sociale basse, et donc en fait il se plaît à montrer ce choc en montrant que voilà, ça peut être un conte de fées pour elle, et puis finalement non, c'est un peu le rise and fall de ses espérances.
En fait, le monde des ultra-riches, il fait l'objet de beaucoup de films ces dernières années, et c'est normal parce que c'est un questionnement contemporain qui est important vu la société dans laquelle on vit. Mais c'est pas spécialement ce qui faisait sa singularité à lui, et j'ai l'impression que là il s'est un petit peu inspiré de Ruben Östlund dans Sans filtre, qui avait eu aussi la Palme d'Or, qui racontait une croisière de riches, et lui il étirait beaucoup les séquences, etc. Ça faisait beaucoup rire parce qu'il y avait beaucoup de grotesque, et là je trouve que le film ressemble beaucoup à ça aussi. C'est la scène qui est un peu la scène peut-être centrale, je sais pas exactement quand elle arrive dans le film en termes de durée, mais pour moi, c'est la scène centrale, c'est la scène de séquestration de Anora. Vania s'est fait la malle pour échapper aux gardes du corps, aux hommes de main de ses parents. Reste seulement Anora avec eux, et en fait, elle se débat comme un beau diable, et en fait, elle les met en partie en échec parce qu'ils vont être obligés de la ligoter. Ils sont un peu ridiculisés en fait parce qu'elle arrive à se débattre, et eux veulent pas trop la frapper non plus, parce que c'est quand même la femme de Vania, donc il faut pas non plus être trop violent. Et puis pour pas lui donner une prise juridique ensuite, pour se plaindre de coups, même de viol, parce qu'à un moment il est question de ça aussi. Et donc la scène est assez comique assez rapidement, et moi la salle s'est esclaffée beaucoup, je sais pas toi, mais nous clairement il y a vraiment eu ce phénomène-là, et c'était cool, hein. Moi il y avait certains moments qui étaient vraiment marrants, mais par contre c'est très répétitif et ça s'étire pendant vraiment très très longtemps. Cette longue séquence, elle dure bien 20 minutes. Moi je trouve que c'était beaucoup trop, et cet étirement, ok, c'est fait exprès, mais voilà, Östlund le réussit mieux, je trouve. Et puis c'était déjà un film que j'avais pas non plus adoré, hein, Sans filtre, j'avais bien aimé Sans plus. Et là c'est un peu pareil. Et normalement, voilà, lui, Shane Baker, c'est plutôt, il filme les mondes à la périphérie du capitalisme, en fait, qu'on voit peu souvent dans le cinéma, et encore moins un cinéma américain. Les périphéries de Disneyland, les périphéries des usines, les motels décrépits, les pavillons où les gens n'ont pas forcément de voiture pour se déplacer, donc ça devient l'enfer, enfin, ce genre de truc. La banlieue de Los Angeles, je crois, dans Tangerine. Ouais, voilà, c'est ça. Et oui, le Los Angeles piéton, quoi, pas celui automobile. Donc c'est sûr que là, je trouve que c'est beaucoup moins original, quoi. Et donc forcément, oui, moi aussi, là-dessus, j'étais dessus, ouais. Oui, en fait, ce qu'il a à nous montrer, à nous dire effectivement du comportement des ultra-riches n'est finalement pas si original, c'est un peu convenu. Donc on rigole, hein, c'est sympa, mais... Et c'est pas faux ce qu'il dit, je pense, tu vois, enfin, c'est bien observé, et puis c'est bien fait, mais ouais. Voilà, mais bon, c'est pas l'originalité à laquelle il nous avait habitués, quoi. Ouais. Mais du coup, je trouve que, effectivement, la salle dans laquelle j'étais riait pas mal. Moi, j'ai ressenti quand même un sentiment un peu atone au niveau émotionnel, quoi. C'est-à-dire, on rigole un peu, ou alors on est un peu ému, mais ça part jamais dans l'excès, enfin vraiment dans ce qui sort de l'ordinaire, où on se rappellera pendant 10 ans après de « Ah là là, cette vanne dans le film Anora, je m'en souviens pas toujours. » quoi. Et pour moi, ça vaut pas que pour le rire dans les émotions du film, parce que c'est quand même plutôt une comédie, mais le film se teinte quand même aussi d'une part de drame dans la dernière partie, à partir du moment où on comprend que, grosso modo, une fois que les parents de Vania sont revenus, en fait, il n'y aura pas d'échappatoire, ou plutôt si, en fait, Anora va se faire éjecter de leur vie. Et aussi vite qu'elle est rentrée. Voilà, c'est ça. Et qu'elle n'aura pas trop son mot à dire. Et du coup, pour elle, c'est notamment, voilà, il y a de la tristesse, il y a de l'humiliation, enfin voilà. Ouais, clairement. Et le film se conclut par une scène, pour le coup, carrément dramatique, où elle est dans la voiture avec Igor, donc un des 2 hommes de main des parents de Vania. Et où ils ont même une relation sexuelle à ce moment-là, et elle finit en pleurant sur lui. Et parce qu'en fait, ce film, un peu dans les grandes tendances, qu'est-ce qu'il raconte ? Ça raconte un peu quand même l'histoire d'une prolétaire qui d'ailleurs travaille dans un cœur de métier qui est particulièrement précaire et sujet à toutes les violences et les humiliations. Donc, ce qui pour le coup va pas forcément de soi, c'est-à-dire qu'elle est à la fois stripteaseuse et escorte. Il y a une espèce de lien un peu érotique, un peu facile entre les deux, mais mine de rien, ça va pas de soi, ça. Et en fait, voilà, c'est l'histoire de ce rêve qui aura duré quelque temps, mais qui finit par se fracasser un peu
un peu sur le réel. Et puis rêve, bon, on a aussi le droit de dire waouh, quelle vanité d'existence, tu vois, de faire la fête à Las Vegas, etc. Ça, le film le montre bien pour le coup, la côté vanité, tu vois, de ce mode de vie des jeunes qui font des fêtes énormes, qui boivent comme des trous et qui alternent entre jeux vidéo, sexe et tout. Alors c'est un peu caricatural du coup, c'est pas toujours très fin, mais ça pour le coup, on se dit devant le film, bon, waouh, ouais, non mais c'est clair. Quel rêve, quoi. Ouais. Oui, et puis en plus, on voit déjà que Vania, mine de rien, la traite pas si bien que ça, quand bien même il lui dit qu'il est hyper amoureux. Oui. Il la traite un peu comme un objet, comme si elle était à sa disposition. Enfin, je suis d'accord avec toi, clairement, que ce rêve qui lui était promis n'était pas si idyllique que ça. Quoi. Ouais. Mais du coup, bon, quand même, je pense que les larmes qu'elle a à la fin, on peut les interpréter probablement de plusieurs façons, mais au moins de cette façon-là. C'est-à-dire que c'est quand même vraiment le désarroi, le désespoir de Anora qui a cru qu'elle pourrait s'extirper de sa condition, parce que mine de rien, cette scène de fin se termine, on est au pied de sa maison. Ouais. Igor a amené ses valises au pas de sa porte parce qu'elle ne veut pas sortir de la voiture. Elle a une relation sexuelle, enfin un rapport sexuel avec Igor qui sort un peu de nulle part, que moi je pense on peut comprendre aussi comme peut-être c'est un peu le dernier reliquat de Igor, de ce qu'elle aurait pu avoir comme vie en fait. Oui, puis le lien entre deux personnes d'une même classe sociale, quoi, tout aussi, simplement. Ouais. Et sauf qu'en fait, bon, cette scène, elle est émouvante, mais c'est un peu comme les scènes de rire dont on parlait tout à l'heure. C'est pas non plus si émouvant que ça, parce que sans doute que le pinacle émotionnel, en tout cas dramatique du film, il se situe peut-être vers une demi-heure plus tôt, au moment où on comprend que, bon, grosso modo, c'est fini, quoi. Elle va se faire éjecter de la vie de ces gens-là. Au moment très violent où Vania lui dit... bah évidemment qu'on divorce, t'es bête ou quoi? Ouais, ça c'est horrible. Il y a un moment vraiment atroce. Glaçant. Ouais. Et en fait, du coup, la scène de fin, c'est un peu la queue de comète de cet arc narratif-là. Ouais. Donc en fait, la situation est déjà décidée. On retombe en pression. Voilà. Donc en fait, voilà, même cette fin, qui est quand même assez belle, hein, il faut le dire, finalement nous laisse sur une note d'une intensité émotionnelle moyenne, à l'image de tout le film, moi je trouvais. La réplique dont tu parles, effectivement, évidemment qu'on divorce, là où elle est assez forte, c'est que, en fait, pendant un temps, on se dit le conte de fées va bel et bien exister parce que Vania, il est réellement amoureux d'Anora et il y croit vraiment, et c'est sa famille qui vient l'oppresser et le réprimer. Et en fait, ce que cette réplique veut dire, c'est qu'en fait, lui, depuis le début, il n'y croit pas, ou en tout cas de manière superficielle, et il épouse totalement le point de vue de ses parents. Au final, c'est un enfant gâté qui est juste là pour profiter. Et je trouve que comme il y avait eu de belles scènes entre deux, malgré voilà, la relation escorte, il y avait quand même des scènes où lui, il pouvait passer pour vulnérable parce que... conscient que ses parents étaient des connards, conscient de la vanité de son mode de vie et qu'elle allait lui apporter peut-être le lien au réel. Et en fait, là, cette réplique fracasse tout par terre en disant non, mais même ça n'existe pas en fait. C'est, le mec est déshumanisé jusqu'au bout, t'inquiète. Et ça, oui, je trouve que c'est un des meilleurs moments du film aussi. Après, voilà, moi, la scène de fin, je trouve quand même que c'est une belle scène et c'est vraiment Ouais, c'est vraiment la scène où je me suis dit, ah oui, d'accord, c'est là où il a achevé dans l'esprit du jury d'avoir sa palme d'or. Ça boucle un peu la boucle du, voilà, on a ri, mais on a aussi pleuré. Bon, il y a un petit côté un peu formaté, même si en soi, la scène moi je trouve qu'elle est, voilà, c'est quand même une belle scène. Et du coup, on avait l'idée, effectivement, comme je vous disais au début, de parler brièvement des trois premiers films. Alors, trois premiers films, oui et non, puisque depuis là, est sorti ces dernières semaines ces tout premiers films que vous pouvez aller voir en salle. Mais disons que ceux qui étaient sortis en France, c'est les premiers films qui étaient sortis dans un premier temps en France. Pourquoi ? Parce que justement, ça explique bien pourquoi là on est déçu, c'est qu'en fait les films de Shane Baker notamment travaillent beaucoup plus la marginalité du capitalisme, et donc moi le film que j'avais beaucoup aimé dans ces trois premiers, je les ai tous bien aimés, mais celui que j'avais le plus aimé c'était Red Rocket en 2021. Qui pour le coup racontait le retour d'un acteur porno dans sa ville du Texas, et en fait c'est un loser en fait, un loser un peu alors j'allais dire loser magnifique, mais non, il est pas magnifique, c'est vraiment un loser, mais bon, disons qu'il y a un attachement vis-à-vis de lui quand même qui se fait, et puis avec les différents protagonistes qui peuplent le film, et c'est un film d'une énergie assez folle. Ouais, ça clairement, moi j'ai découvert Sean Baker avec Red Rocket.
Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu virtuose quand même, notamment j'en parlais dans le montage tout à l'heure, mais dans plein de choses. Enfin, le jeu des comédiens aussi, particulièrement l'acteur principal, est absolument incroyable de volubilité. Enfin, c'est quand même des choses. Oui, la direction d'acteur, quoi, du coup, de Shane Baker, qui arrive à les. Ouais. Et comme ces 2 films précédents, effectivement, enfin, c'était quand même des films tous très singuliers, vraiment qui détonnent complètement dans ce qu'on pouvait voir. Et notamment, en voyant Anora, il y a un moment justement où je me suis pris à rêver de ce que le film aurait pu être. C'est au début, quand il commence à chercher Vania qui s'est enfuie. À un moment, il passe devant une fête foraine ou alors un parc d'attractions. Et il y a un plan où il parcourt l'espace, le plan de gauche à droite. Et ils sont plutôt en bas du cadre. Et en fond, on voit une montagne russe, je crois. Et là, d'un coup, je me suis dit, comme mine de rien, la puissance de l'auteur qui est Sean Baker, c'est que je trouve que ce film, ce plan, est hyper typique de ces films. Et c'est pas forcément quelque chose que je me serais dit avant le film, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, et ça, je l'ai déjà vu dans ces films. Par ailleurs, voilà la patte c'est ça. Sean Baker. Par ailleurs, c'est pas juste que c'est reconnaissable, c'est des plans qui sont extrêmement bien composés, quoi. Oui. Non, et notamment, moi je trouve que ce qui était formidable dans Red Rocket, c'était justement sa gestion du mouvement dans l'espace. Il y avait notamment beaucoup de plans où Simon Rex, je crois, l'acteur principal, était à vélo. Et on enchaînait des plans où la caméra virevoltait un peu avec lui sur son vélo. Et on enchaînait avec un plan où il est toujours sur son vélo, mais cette fois la caméra est fixe. Et il passe dans le plan de droite à gauche ou de gauche à droite. Et il y avait beaucoup d'effets, du coup, un peu de décalage comique comme ça dans Red Rocket, qui donnait justement son côté un peu virtuose, quoi, comme si le gars, en fait, était capable de maîtriser toutes les syntaxes filmiques et qu'il était capable de les enchaîner à la manière d'un millefeuille un peu, sans que le film perde de sa cohérence, quoi. Donc moi, clairement... après avoir vu Red Rocket, du coup, à l'époque, j'ai eu du coup le plaisir de rattraper Tangerine et Florida Project. Je pense que Red Rocket reste quand même mon préféré. Moi aussi, et peut-être après, si je devais mettre dans l'ordre, je pense qu'il y aurait Florida Project et Tangerine ensuite. Et malheureusement, Anora serait celui que j'aime le moins. Moi, peut-être que j'inverserais Tangerine et Florida Project, parce que Tangerine, j'avais vraiment adoré le jeu à deux des 2 amis transsexuels, tu sais, les prostituées transsexuelles. Les 3 films ont une énergie débordante. Et pour des films d'auteur, où, notamment pour un grand public qui pourrait se dire « Ah oui, ça peut être un peu... long, on étire les plans, on cherche une certaine forme de sobriété. » Je trouve que Shane Baker, il fait un peu voler en éclats ce cliché-là, parce que il a une manière d'aller sonder les capacités de ses personnages avec l'énergie de son montage, l'énergie de sa direction d'acteur, une forme de flamboyance visuelle, mais qui dit jamais son nom. Et puis encore une fois, moi, le focus de son cinéma, qui est les périphéries au sens large de l'Amérique et du monde capitaliste et tout, c'est quand même quelque chose qu'on voit peu souvent au cinéma, et pour ça, c'est un cinéma très précieux. Donc honnêtement, si vous avez aimé Anora, courez voir ses précédents films, mais j'ai envie de dire, même si vous avez moyen aimé, en fait, parce que il n'est pas forcément représentatif de son cinéma. Ouais, je suis d'accord. Voilà, on va se laisser là-dessus. À bientôt, à une prochaine vidéo. Salut.